Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Sri Lanka, attentat islamiste, attentisme médiatique. Alors que la police locale a rapidement désigné les islamistes comme principaux suspects, les médias français ont été beaucoup plus prudents. Le rat et l'oiseau. Avec Nathalie Loiseau, prenez une leçon de ce qu'il ne faut absolument pas faire face à la diabolisation médiatique. Notre-Dame, l'inquiétude monte en flèche. Alors qu'une loi d'exception va être mise au vote, les médias mettent largement en avant les architectes voulant moderniser la flèche de Notre-Dame. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. La fête de Pâques est la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens, mais elle a été endeuillée par un terrible attentat au Sri Lanka. Le dernier bilan fait état de 359 morts et plus de 500 blessés. Et le chef de la police nationale a très vite désigné une cible principale, des suspects les plus en vue. Ce sont les membres d'un groupe islamiste radical local. Mais la presse française a eu du mal à aller dans ce sens-là et à chercher un petit peu à noyer le poisson, au moins dans un premier temps. On va le voir avec par exemple cet article du Télégramme, la piste islamiste très vite désignée par la police. Dans cet article du Télégramme, on voit le titre « Info ou intox » avec les journalistes qui parlent d'une théorie qui doit être considérée avec précaution. Et les journalistes n'hésitent pas à mentionner une piste alternative, une piste tamoule. Donc ce choix du Télégramme, il a été en fait partagé par beaucoup de médias jusqu'au lendemain où on voit par exemple sur CNews, dans l'émission L'heure des pros, une séquence intéressante. On va la regarder tout de suite. 24 personnes ont été arrêtées en lien avec cette vague d'attentats, mais pour l'instant, les attentats n'ont pas été revendiqués. Alors, qui sont ces 24 personnes ? Mystère et boule de gomme. Gérard Leclerc passe ensuite un reportage qui, miracle, mentionne en fin de séquence une possible piste islamiste. Et Gérard Leclerc est donc obligé de mentionner cette piste, mais vous allez voir, il a un petit peu de mal. Ces attentats, pour l'instant, on ne sait pas à qui les attribuer, même s'il y a ce soupçon sur un mouvement extrémiste islamiste. Oui, alors, on voit à quel point il a du mal à dire le mot avec beaucoup de conditionnels et il le susurre plus qu'il ne le dit, tellement il a la crainte d'être dans le politiquement incorrect en décrivant simplement la réalité. C'est très, très significatif. Ça veut dire le poids de l'interdit qu'il y a derrière toute parole publique dans les médias. Et d'ailleurs, immédiatement, sur le plateau, Georges Fenech le reprend. Mais en l'état actuel, on attend de mieux comprendre. S'agit-il d'une opération tamoule ? S'agit-il d'une opération contre le gouvernement actuel ? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Oui, alors en fait, en l'état actuel, on peut le dire puisqu'on sait qui a été interpellé, qui a été intercepté. Donc on sait sur qui se portent les soupçons. Alors ce qui est vrai, c'est que la situation au Sri Lanka est compliquée. Ça devrait être le paradis du vivre ensemble, le Sri Lanka. C'est une île, une petite île, où il y a quand même 22 millions d'habitants, mais il y a deux langues, le singalais et le tamoul. Il y a trois ethnies, les singalais, les tamouls et les Maures. Et puis, il y a 4 religions. Ça devrait être le paradis du vivre ensemble. Il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Voilà. Donc, c'est pas le paradis du vivre ensemble, le Sri Lanka, parce qu'effectivement, il y a eu une guerre civile qui a duré plusieurs dizaines d'années. Et puis maintenant, il y a des attentats islamistes. Ce qui est quand même assez significatif, parce que les morts, ça ne représente que 7% de la population, et les musulmans, ce sont les mêmes évidemment, ne représentent aussi que 7% de la population, n'empêche qu'ils sont à l'offensive, à la fois à l'offensive politique, à l'offensive culturelle et à l'offensive terroriste. Évidemment, c'est pas très politiquement correct
que ce paradis du vivre ensemble soit le théâtre de guerres civiles répétées. Et c'est effectivement cette complexité qui amène Georges Fenech à considérer éventuellement d'autres pistes alternatives. Mais en tout cas, eh bien, pour revenir au plateau, cette parole de Georges Fenech, elle a provoqué la colère de Damien Lempereur. On l'écoute. Moi, je veux bien qu'il faut rester prudent, le pas d'amalgame, on connaît par cœur. D'ailleurs, je vous remercie de faire un sujet, d'évoquer y compris la piste islamiste. J'ai été très surpris hier, dans beaucoup de médias. Cet événement a été pas passé sous silence, mais il n'a pas fait la une. Et on se refusait éventuellement même à évoquer la possibilité d'une attaque islamiste. C'est quand même surréaliste. Mais en face, on a du mal à admettre cette possibilité. Je vais dire qu'on prononce le mot islamiste, le mot islam et islamiste depuis quelques minutes. On ne sait pas quels sont les responsables. Et il y a une hypothèse avec des groupes bouddhistes. Et il est assez amusant cet intervenant parce qu'il nous dit pas d'amalgame avec les islamistes, mais par contre on peut faire des amalgames avec des bouddhistes. Bon, la violence bouddhiste, c'est quand même pas une caractéristique dominante du bouddhisme, ça peut arriver bien sûr, mais c'est pas la caractéristique dominante. Alors, ce qui est assez intéressant là, c'est la volonté en fait de se cacher les yeux, parce que qu'est-ce qu'on a ? On a une cible qui sont des églises catholiques le jour de Pâques, quand même pas tout à fait neutre. On a un mode opératoire avec des attentats suicides. Et on a des interpellations d'une vingtaine de suspects qui appartiennent précisément à un groupe islamiste. Alors, c'est vrai que l'enquête n'est pas terminée et qu'il faut rester prudent, mais tout de même, la piste islamiste, oui, c'est malheureusement la bonne piste. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on traite l'info ? On diffère d'abord. On diffère, on minore et on fait diversion. Et tout ça dans l'esprit de gagner du temps, parce que quand on révélera, oui, c'est bien un attentat islamiste, les gens seront passés à autre chose. C'est toujours la même technique. Démentir d'abord, nier la réalité, et puis dans un deuxième temps, on est bien obligé de le reconnaître, mais c'est un peu trop tard. Voilà. Alors, les médias ont évidemment beaucoup parlé de l'attentat du Sri Lanka. On a par exemple une de Libération, attentat au Sri Lanka, l'enfer sur terre. Le Figaro qui a aussi consacré une Pâques meurtrière au Sri Lanka. Et Le Monde, les massacres au Sri Lanka, nouvel acte de violence contre les chrétiens en Asie. Donc Jean-Yves, on a quand même des unes qui sont consacrées. Oui, alors on a des unes qui sont consacrées 48 heures après, puisque ce sont des unes qui paraissent le mardi alors que les événements ont lieu le Parce qu'il y a eu le week-end de Pâques aussi. Donc ça peut s'expliquer. Oui, mais si vous voulez, si je dis 48 heures après, c'est pas pour dire ils ont gagné du temps, parce qu'effectivement il y avait le lundi de Pâques, d'accord. Mais 48 heures après, il n'y a plus de doute sur la piste islamiste. Dans les premières heures, il peut y avoir une certaine incertitude, malgré les déclarations de la police. On ne peut pas toujours faire confiance non plus totalement aux polices ou au gouvernement en place. Mais 48 heures après, il n'y a plus de doute. Or, aucun de ces titres, que ce soit le Figaro, Le Monde, Libération, n'emploie le mot islamiste dans le titre. Or, c'est évidemment le fait majeur. Les deux faits majeurs, c'est l'attaque d'églises chrétiennes par des islamistes. C'est ça qui aurait dû être le titre. Dans l'article de Libération, on voit la mention de la piste islamiste et en sous-titre dans la une du Monde, on voit aussi l'hypothèse. Donc, bien sûr, mais pas dans le titre. Ouais. Pas dans le titre. Or, le titre, il est censé aller à l'essentiel. Mmh. Et l'essentiel, c'est bien une attaque islamiste contre des églises chrétiennes. C'est ça l'essentiel. Donc les médias ont parlé de l'attentat au Sri Lanka. Il y a eu cette minoration de la piste islamique. On a par exemple ce titre de France Info qui a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Attentat contre les chrétiens au Sri Lanka, les principales victimes étaient plutôt musulmanes ces dernières années. Alors c'est un article qui donne la parole à un expert et dans le tweet, France Info a choisi de mettre en exergue cette citation. Et il est évident que c'est une citation qu'on n'aurait pas retrouvée dans d'autres cas, comme par exemple dans le cas récent de Christchurch, mais dans d'autres cas qui mettent d'autres protagonistes dans la lumière. Même chose, un tweetos s'est amusé à imaginer Courrier International publier à nouveau cet article qu'il avait publié lors de l'attentat de Christchurch. Analyse l'attentat de Christchurch au nom de la suprématie blanche. Le tweetos s'est donc amusé à remettre le titre au goût du jour, l'attentat au Sri Lanka au nom de la suprématie musulmane. Bon, évidemment, on n'aura pas
ce nouveau titre. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures des médias, notamment français, sur cette question-là. Absolument. Et de tous les médias. Alors, ce qui est étonnant, c'est que pourquoi cette couverture médiatique, particulièrement en France, mais pourquoi y a-t-il ce problème à parler je crois qu'il y a un d'attentats dogme. islamiques? Il y a un dogme dans les médias français, c'est que l'islam est une religion de paix, ce qui est un mensonge absolu. Il suffit de lire des dizaines et des dizaines de versets du Coran pour s'en convaincre. Il suffit d'observer le comportement depuis 14 siècles de l'islam, qui s'est toujours étendu par la guerre, par la violence. Mais ça fait rien. Le dogme, la doxa médiatique, c'est que l'islam est une religion de paix, donc on ne comprend pas qu'il puisse y avoir autant d'attentats. Et il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a en Afrique, il y en a partout où l'islam est en contact. Y compris entre certaines branches islamiques. Y compris entre certaines branches islamiques, c'est vrai, mais partout où l'islam est en contact avec d'autres civilisations, que ce soit les hindouistes, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, que ce soit les chrétiens, eh bien il y a des conflits. Voilà. Il n'y a pas de zone de paix quand l'islam est en contact avec d'autres que soi-même. Alors, ce qui est intéressant de noter également, c'est une intervention un petit peu étonnante de Jean-Luc Mélenchon, qui, sur son blog, a écrit « Il y a une sous-évaluation dans les médias français des agressions spécifiques dont font l'objet des chrétiens dans le monde. » Et là, Jean-Yves, ça résonne avec 2 cas qui sont passés le week-end de Pâques, avec un migrant qui est rentré dans une église en Allemagne pour agresser des croyants. Il a blessé 25 personnes. Et aussi au Nigeria, 10 morts chrétiens dans une procession à Pâques. Effectivement, il y a un parti pris médiatique qui semble clair pour taire un petit peu la souffrance des chrétiens. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Oui, écoutez, on va donner un coup de chapeau à Mélenchon, alors tout est possible. Nous, on n'est pas sectaires. Voilà. Passons au zapping. Les faits auraient été commis dans la nuit de dimanche à lundi. 70 croix visées au total, dont la moitié brisée. Le reste, retournées ou déplacées. Dans le petit village de 700 habitants, la mauvaise blague dure depuis déjà 1 an. 25 ans après Tchernobyl, Fukushima rappelle au monde entier les risques du nucléaire. Mais après le chaos, l'espoir, le sourire nous reviennent grâce au cinéma. Quant à l'apartheid, l'apartheid est fini, je vous vois pas défendre avec autant de hargne et de motivation les fermiers blancs qui font l'objet quasiment d'un véritable génocide aujourd'hui. Il est où votre discours humaniste et tolérant ? Mon discours humaniste et tolérant pense que c'est certainement malheureusement, non, je dis pas que c'est mérité, mais je dis que c'est une forme quelque peu sauvage d'appropriation collective des moyens de production. Elle fait partie, Philippe, des artistes qu'on va voir tout l'été, pendant tous les festivals. Elle a clôturé hier soir le Printemps de Bourges. Aya Nakamura déchaîne les foules. Il y a surtout un truc qui se joue du côté du vocabulaire de la jeune dame. C'est un truc de dingue, ça résonne carrément auprès des adolescents. Les paroles, c'est les jeunes. Ouais, c'est les jeunes. C'est pour être plus proche de nous. Ouais. Voilà, pour qu'on la comprenne. En Kachana Baby, je suis d'être ça. J'écris comme je peux te parler aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il y a les jeunes de 15, 20 ans, etc. qui se reconnaissent dans mes sons. Même en tenue de sport et en vacances, il se prête au jeu des photos. On le voit en train de prendre un bain de foule, en train de se prêter au jeu des selfies, sauf que problème, les images datent en réalité de l'an dernier. Un journaliste qui était au desk et qui, en cherchant des images dans le serveur, après des images d'archives au lieu des images d'actualité, c'est une erreur humaine, dit donc Damien Fleureau, mais aussi une erreur du rédacteur en chef qui n'a pas noté cette confusion. On apprend par la suite que la journaliste qui était pigiste a été remerciée de ces news. Il serait bien que, on va dire, l'ensemble des journalistes, plutôt des productions, retrouvent leur éthique. Retrouvent une éthique et vous soyez objectifs, mais plus à la solde d'un gouvernement. Mais Patrick, comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Que nous sommes à la solde d'un gouvernement. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire des choses pareilles. Je ne comprends pas.
La candidate de la majorité présidentielle, elle vient d'engager sur sa liste Jean Weil, le fils de Simone Veil. Est-ce que pour vous, c'est un beau symbole? Non, parce que vous êtes né à Drancy. Et Drancy, dans l'histoire, a une triste réputation. On pouvait se demander si ça vous touchait particulièrement. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, je sous-entends rien, je vous pose la question. Non, mais allez au bout, soyez courageux, allez au bout de votre analyse. Quel rapport avec le fait que je sois né à Drancy? Est-ce que pour vous... Madame Veil... Non, mais allez-y, allez au bout. Je vous demande juste si pour vous c'est un beau symbole, et vous, en tant que Drancien, si vous estimez que c'est un beau message qui est envoyé. Mais pourquoi? Bon. Ah ben voilà, vous n'avez pas le courage d'aller au bout de votre question. Mais simplement, pour moi, c'est la fable, vous savez, de La Fontaine, du loup et du chien. C'est-à-dire que vous êtes libre. C'est le chien qui dit au loup, viens, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on mange bien, etc. Donc le loup le suit, puis à un moment donné, il dit, mais tu as une petite marque là au cou. De temps en temps, on nous met un collier. De temps en temps, on nous attache. Ben voilà, d'avoir des actionnaires puissants, c'est qu'il y a des moments, on vous attache. Première théorie, développée par l'eurodéputé Front National Jean Messia, c'est qu'il y aurait eu 2 départs de feu différents. À sa source, il n'y en a qu'une, c'est le navire amiral de l'extrême droite française sur le web, qui s'appelle le François de Souche, c'est un site, et c'est lui qui publie l'intox. Français de Souche, c'est lui qui publie l'intox, en très très gros, dès le début de la soirée. Il a supprimé depuis, mais on retrouve trace du tweet qu'avait fait le responsable du site, qui s'appelle Pierre Sautarel, et donc sa source à lui, c'est David Pujadas. Sauf que David Pujadas, il a en fait jamais dit ça. Parce que dans les faits, en Hongrie, on peut dire ce qu'on veut. On peut même dire que Orban est un dictateur. Dans la réalité, le système médiatique Orban s'est débrouillé pour couper le lien entre ces médias indépendants et les citoyens. La voix existe, la voix de l'opposition, mais elle n'a aucune audience. Ce système est un système intelligent, c'est le système Orban. Il justifie que l'Union européenne soit intransigeante sur la liberté de la presse. Marquée à vie, Fiorina ne regrette pourtant pas d'avoir manifesté ce jour-là. Comme elle, depuis le début du mouvement, 23 personnes ont perdu leur œil et 5 ont eu la main arrachée. Fiorina ne manifeste plus mais soutient toujours le mouvement. Elle espère reprendre ses études en septembre. Nous avons la main-d'œuvre, nous avons les connaissances, nous avons le savoir-faire en matière de vitraux en France. Et il faut absolument que le gouvernement et toutes les personnes qui seront en charge de la restauration de Notre-Dame soient conscientes que c'est un patrimoine français. Écoutez, alors d'abord 3 coups de chapeau, et puis une tête à claque, et puis après quelques petits commentaires. Alors d'abord le coup de chapeau pour Emmanuel Andrieux, ce maître artisan verrier qui a la responsabilité des vitraux des cathédrales, c'est un beau métier. Un coup de chapeau aussi pour Fiorina, la courageuse Fiorina qui a perdu son œil et qui continue de s'engager, qui a eu un reportage plutôt honnête, il faut le dire, là sur BFM TV. Et enfin, un coup de chapeau à Bardella, la tête de liste du RN pour les élections européennes, puisque voilà un garçon qui est né en 1995 et le journaliste... il est né à Drancy. Il est né à Drancy et le journaliste essaie de lui mettre sur les épaules la charge de ce qui s'est passé à Drancy en 1942, c'est-à-dire 50 ans avant que Jordan Bardella soit né. On va quand même très très loin dans les opérations de diabolisation dans les médias. Il s'en sort bien. Il s'en sort très bien parce que il pousse le journaliste à mettre en avant ses arrière-pensées et il les balaie d'un revers de la main. C'est un très beau traitement des opérations de diabolisation. La tête à claque, c'est Samuel Laurent, l'un des principaux responsables des décodeurs du monde, qui donne des leçons de lutte contre les fake news à longueur de journée, qui est d'ailleurs payé par Facebook pour cela, et par Le Monde, et par les contribuables, et qui quand même en quelques secondes arrive à multiplier les mensonges en présentant Jean Messia comme eurodéputé, ce qui n'est pas le cas, malheureusement pour lui, et c'est dommage parce que ce sera sûrement un excellent eurodéputé, en expliquant que De Souche a retiré un de ses tweets où il expliquait qu'il y avait eu deux foyers de feu, et non pas 2 sources de feu. Voilà, donc tout est mensonge par ce type arrogant qui prétend chasser les fausses nouvelles et qui en fait passe son temps à en produire. Il est même payé pour ça. Ce qui est grave, c'est qu'il sert de référence pour
avancer ou retirer ou pousser certains posts sur Facebook, par exemple. C'est quand même assez grave. Alors, petit commentaire complémentaire. On a vu que quand Macron est allé faire son bain de foule au Touquet, CNews a utilisé de mauvaises images d'archives correspondant à l'année d'avant. Comme ça, il y avait sans doute plus de monde. Alors, c'est assez marrant parce que la pigiste a été virée. Mais par contre, le rédac-chef, lui, reste. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment... les petits... voilà, c'est une vieille technique et quand même pas très, très élégant. Voilà. Et puis, bien sûr, les médias assurent la promotion de la chanteuse africaine Aya Nakamura. Comment vous dites là? Nakamura. Aya Nakamura. Bon, j'ai du mal. Ah, pour être porte-parole du gouvernement, tiens. Bon. Et puis, alors, ce qui est un peu choquant, c'est les premières scènes qu'on voit dans Zapping, où on nous explique qu'il y a eu la profanation d'un cimetière chrétien, et on nous dit, c'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague. Alors, simplement, on imagine, c'est un cimetière juif ou c'est un cimetière musulman qui est profané. Est-ce qu'on emploie l'expression mauvaise blague ou est-ce qu'on emploie une autre expression? Et sinon, on explique pourquoi il y a des expressions dans certains cas et des expressions dans d'autres cas. Passons au deuxième sujet, le rat et l'oiseau. Étudiante à Sciences Po, Nathalie Loiseau a figuré sur une liste d'extrême droite. C'est Mediapart qui nous l'apprend. Alors, le problème dans cette information, eh bien, c'est qu'elle est présentée comme exclusive par Mediapart, alors que, tout simplement, ils ne sont pas les premiers à avoir diffusé l'information. En effet, c'est l'hebdomadaire Minute qui en a parlé le premier, le 26 mars dernier. Un vrai faux document veut faire passer Nathalie Loiseau pour une facho. Et bien sûr, Twitter, Minute n'a pas manqué d'apostropher Edoui Plenel et Mediapart, en leur rappelant que c'était eux qui étaient les premiers à avoir diffusé cette information. Le plagiat a d'ailleurs été vigoureusement reproché à Mediapart sur les réseaux sociaux, et l'une des auteurs a répondu aux accusateurs sur Twitter en déclarant que Nathalie Loiseau avait été interrogée avant la publication de l'article par Minute, et qu'il s'était procuré le document en janvier 2018, et donc que c'était très antérieur à l'apparition de Minute. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a une petite bataille entre Minute et Mediapart. Bah oui, enfin, Minute a sorti l'affaire 3 semaines ou un mois avant Mediapart. Simplement, comme c'est Minute, réputé journal d'extrême droite, réputé torchon d'extrême droite, alors que c'est un excellent journal, qui est bien écrit, qui souvent donne des informations très intéressantes, bah, comme c'est Minute, on n'en a pas parlé. Et on en a parlé quand Mediapart l'a repris. Alors Mediapart dit, oui, mais la photocopie du bulletin de vote, on l'avait sorti en 2018. Oui, c'est assez vrai. Sauf qu'il avait sorti en 2018 parce qu'il voulait cribler le numéro 2 de la liste, Christophe Bay, qui est devenu préfet d'ailleurs depuis, enfin qui était préfet déjà en 2018, et qui avait été sur cette liste et qu'il ciblait à l'époque parce qu'il avait été dans l'équipe des Horaces qui avait conseillé Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Donc il ciblait Christophe Bay, donc il y a bien le document. Il ne parlait absolument pas de Nathalie Ducoulombier. Peut-être n'avait-il pas d'ailleurs fait le rapprochement à l'époque avec Nathalie Loiseau. Or, ça aurait pu les intéresser dès 2018 parce que Nathalie Ducoulombier, Nathalie Loiseau n'était pas tête de liste de La République En Marche à l'époque. Elle était ministre du gouvernement de Philippe, du gouvernement de Macron. Ça aurait été un beau scoop aussi. C'était un beau scoop aussi. Donc, ils ne l'ont pas vu. C'est Minute qui a sorti l'affaire. Et après, ils ont repris la balle. Sans citer Minute, ils auraient pu à tout le moins citer Minute. La malhonnêteté, elle est là, même s'ils avaient trouvé de leur côté. Enfin, bon, non, c'est Minute qui a sorti l'affaire et c'est Mediapart qui l'a fait rebondir. C'est aussi une leçon. C'est-à-dire que les médias se promeuvent les uns les autres, mais pas tous. Il y a des médias qui promeuvent les autres, il y a des médias qui occultent les médias qui ne leur plaisent pas. Voilà. C'est très intéressant de voir cette affaire, le décalage dans le temps. Alors, autre leçon, eh bien, c'est la stratégie de défense de Nathalie Loiseau face à Mediapart.
Premièrement, le premier contact avec Mediapart, eh bien, la négation. Elle déclare que le document est un faux. Et puis Mediapart revient avec, cette fois, l'authentification du document. Et là, Nathalie Loiseau change sa version et parle d'un oubli. Elle déclare n'avoir aucun souvenir. Elle parle ensuite d'une erreur, déclarant qu'elle a complètement oublié cet épisode et concluant qu'elle ne connaissait qu'un de ses colistiers. Ensuite, eh bien, l'article paraît et sur sa page personnelle Facebook, eh bien, Nathalie Loiseau déclare que la liste comptait aussi des étudiants qui ont viré à l'extrême droite. En fait, il y avait quand même évidemment beaucoup de gens de droite radicale dès le début. Et puis, qui ont plutôt viré au centre d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Effectivement. Et ensuite, dernière phase, eh bien, une réaction publique, cette fois-ci en vidéo. Aujourd'hui, je porte une liste dont l'objectif, c'est de combattre l'extrême droite. Je déteste tout ce que représente l'extrême droite dans notre pays et en Europe. Alors oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. J'ai accepté, par amitié, de figurer sur une liste où il y avait des gens de droite, des gaullistes, mais où il y avait aussi des gens d'extrême droite. Et ça, je ne le savais pas. J'aurais dû le vérifier, je le regrette. Oui, c'est assez curieux cette défense en 3 temps. 1, ça n'existe pas. 2, je ne savais pas. 3, je m'excuse. Parce qu'elle a eu le temps de la réflexion. Puisque Minute l'avait déjà interrogée. Donc elle a eu 3 semaines ou 1 mois pour préparer sa défense. Et finalement, elle fait une défense en 3 temps. C'est quand même assez... C'est la Jawad de la politique, là, Nathalie Loiseau, là. Avec ça. Je savais pas, monsieur, que c'était des terroristes. Bon, voilà. Voilà, c'est pas des terroristes, c'est simplement des militants un peu radicaux, voilà. Plus ou moins, d'ailleurs. Il y a, bon... En fait, elle aurait dû balayer ça d'un revers de main, de dire « oui, et alors ?» Oui, et alors ? C'était il y a 35 ans. Il y a 35 ans, tout le monde sait, ceux qui la connaissaient savent très bien qu'elle avait des amitiés d'extrême droite, une fratrie d'extrême droite, etc. Il n'y a pas de mal à ça. Elle a le droit d'avoir changé. Et c'est classique d'ailleurs, c'est classique. Elle a changé parce qu'elle a fait carrière, donc elle a développé d'autres idées pour faire carrière, et après, elle a fini par croire les idées qu'elle a développées pour faire carrière. Ça s'appelle la réduction, c'est un peu savant, hein. Ça s'appelle la réduction des dissonances cognitives. C'est pas la première à connaître ça. Alain Madelin d'Occident, eh ben, il a fini libéral, il a voté Macron, comme Nathalie Loiseau. Il n'y a pas de mal à ça, c'est une évolution naturelle. Mais il faut dire, et alors ? Et alors ? Pas battre sa coulpe, voilà. Alors, je devrais donner des cours de lutte contre la diabolisation. Je vais peut-être ouvrir, je sais pas moi, une école. Il faudra en parler d'urgence à Nathalie Loiseau, parce que là, elle a bien besoin. Oui, elle a bien besoin. Bon. Alors, Nathalie Loiseau a été attaquée par les médias, attaquée doucement, mais attaquée quand même. Le sujet a été très largement traité. Libération, Le Monde, Le Parisien et même le JT de France 2. C'est ce très ancien bulletin de vote qui rattrape Nathalie Loiseau. En 1984, alors étudiante à Sciences Po, Nathalie Ducoulombier, c'est son nom de jeune fille, y figure en 6e position sur une liste des droites pour une élection de délégué étudiant sous l'étiquette UED, un courant politique très proche du mouvement d'extrême droite, le GUD. Alors, les médias en ont parlé. Les médias en ont parlé, après Mediapart, pas après Minute, nous l'avons dit, les médias en ont parlé, mais ils en parlent sur le mode on raconte une histoire, ils ne sont pas dans la prescription. Nathalie Loiseau doit partir. Voilà. Ils ne sont pas dans cette prescription-là. On peut penser que si un phénomène comparable avait été découvert sur la liste de Bellamy, ou si Bellamy, Dieu nous en préserve, avait eu de pareils penchants, eh bien là, la campagne aurait été beaucoup plus agressive. En demandant le départ de Nathalie Loiseau, là, bon, ça va se calmer. Enfin, je pense, hein, on peut se tromper, mais je pense que ça va se calmer et qu'elle va pouvoir continuer son combat contre l'extrême droite, qui est le combat de sa vie, je crois, depuis sa plus tendre jeunesse. C'est du moins ce qu'elle racontait. Voilà. Passons au tweet.
Dans la vie des médias, l'événement majeur, c'est la nomination de Marc-Olivier Fogiel à la tête de BFM TV, l'un des principaux organes de propagande politiquement correcte ou de propagande macroniste. Je trouve que c'est un bon choix, parce que c'est quelqu'un qui a une assez grande expérience des médias radiophoniques, des médias audiovisuels, télévisuels, et qui est parfaitement politiquement correct. Il a souvent été d'ailleurs assez agressif quand il procédait à des entretiens. Il est politiquement correct, il est libéral libertaire, il est homosexualiste, il a été marié dans un mariage gay, un mariage Taubira par Delanoë, et il est même allé quand même très très loin parce que il a assuré la promotion avec une une de Paris Match de la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses, c'est-à-dire l'achat d'enfants produits ailleurs. En l'occurrence, il a acheté 2 petites filles, 100 000 €. C'est une vision quand même très, très marchande de la vie et du monde. Eh bien, voilà l'homme qui va diriger quand même l'un des principaux organes de communication, de télévision du pouvoir. Je crois que M. Drahi, le patron de BFM, a fait un bon choix parce que c'est quelqu'un qui va être à fond dans le politiquement correct et qui relaiera aussi les thèses qui sont les siennes, qui sont les thèses du lobby LGBT. Alors, côté humour, on peut dire, je citerai 2 choses. D'abord, la une de Libération qui s'inquiète du progrès de la scientologie en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres sectes qui se développaient en Seine-Saint-Denis que la scientologie. Mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis, ce très beau titre du Monde, relevé par les crises, où on voit le même événement, à savoir l'arrivée de Madame Tymoshenko sur une place, présenté en 2014 comme un accueil triomphal, et en 2019, le même accueil de 2014 comme un accueil des plus froids. Alors, il y a 2 choses. Berruyer utilise une citation d'Orwell pour illustrer ça, il a tout à fait raison. Mais en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a été triomphal? Ça a été froid? On ne sait pas. En 2014, il fallait dire que c'était triomphal, on dit que c'est triomphal. En 2019, il fallait dire que c'était des plus froids, on dit que c'est des plus froids. Mais effectivement, on ne sait pas où est la vérité. Quoi. Là, c'est quand même un bobard. Il y a un bobard, forcément. Mais on ne sait pas quelle est la vérité. On ne sait pas où est la vérité. C'est déstabilisant. C'est Le Monde, c'est le quotidien de référence. Le quotidien de référence chargé de traquer les fake news. Utilisé, et c'est là que ça devient de plus en plus grave. On sait que Facebook modère, c'est-à-dire ralentit ou supprime les posts qui sont, selon Facebook, des fake news, des fausses nouvelles. Donc, si c'est une fausse nouvelle, on ralentit l'accès, voire on supprime l'accès aux posts. Et alors, qui fait la liste des nouvelles fausses? Eh bien, 5 fact-checkers. Et là, c'est toujours très inquiétant. 20 minutes, quand même pas un organe particulièrement sérieux. L'AFP Factuel, qui est un organe militant, dirigé par un militant politique d'extrême gauche, c'est son droit, mais voilà. France 24, qui a une vision de la politique internationale souvent très, très engagée. Les décodeurs du Monde, alors les décodeurs du Monde, il n'y a pas besoin de les présenter, que ce soit Sénéca, que ce soit Samuel Laurent, ce sont vraiment des désinformateurs professionnels. Et Check News de Libération, que je mets à part, qui sauve l'honneur. Ouais, qui sauve l'honneur parce que assez souvent, ils font du bon travail. Alors, ils ont leur biais dans ce qu'ils traitent. Hein. Ils ont leur biais dans ce qu'ils traitent, mais ils font assez souvent c'est les moins pires de la liste, du bon travail. Et donc, je les mets à part. Mais enfin, bon, ils sont de gauche aussi. Hein. Ils sont pour la doxa médiatique. Ah bon, mais enfin, ils font du travail. D'ailleurs, on les utilise parfois. Hein, voilà. Oui, c'est vrai. On va être honnête avec eux. Moi, ça fait quand même 4 sur 5. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec les décodeurs. Ça, voilà, rien à voir avec les décodeurs. Voilà. Alors, c'est tout de même tout à fait préoccupant. Passons au 3e sujet. Notre-Dame, l'inquiétude monte en flèche.
La flèche de Viollet-le-Duc sera-t-elle reconstruite, restaurée à l'identique, ou bien, fera-t-elle l'objet d'un geste contemporain comme le souhaitait Emmanuel Macron? Eh bien, c'est l'inquiétude qui domine aujourd'hui, puisque un projet de loi a été présenté, un projet qui inquiète Stéphane Bern, comme on le voit dans cet article de Orange avec l'AFP. Le projet de loi propose la mise en place d'une souscription nationale, d'avantages fiscaux, etc., mais aussi de prendre par ordonnance les mesures d'aménagement ou de dérogation à certaines dispositions législatives qui seraient nécessaires afin de faciliter la réalisation des travaux. Et bien, cette loi d'exception, elle inquiète Stéphane Bern, qui partage donc son inquiétude face à un projet de loi autorisant des dérogations en matière de protection patrimoniale. Alors Jean-Yves, cet article 9 en l'occurrence, il inquiète beaucoup de monde quand même. Oui, évidemment, les protections patrimoniales, elles sont faites pour protéger le patrimoine qui s'inscrit dans la longue durée. C'est la longue durée, le patrimoine. C'est pas le caprice de l'enfant roi qu'est Macron. Voilà. Et donc, et c'est pas la première fois d'ailleurs que Macron s'en prend à la protection du patrimoine, puisque dans la loi Elan, il a considérablement affaibli le rôle des architectes des bâtiments de France, qui précisément ont pour vocation de protéger le patrimoine. Donc on comprend que les défenseurs du patrimoine soient assez inquiets par cette loi d'exception, effectivement. Et l'inquiétude, elle est d'autant plus légitime que dans certains médias, le terrain est préparé pour une construction différente, contemporaine de la flèche. On va regarder pour commencer cet extrait du JT de TF1. Le défi, l'ultime défi, c'est bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de parler de la flèche. Viollet-le-Duc, sa flèche s'est effondrée et elle n'a pas que des supporters. Alors, comme le concours est lancé, nos graphistes ont imaginé, regardez cette flèche en verre, pourquoi pas illuminée de l'intérieur. Et puis moi j'ai un petit coup de cœur pour celle-là qui forme une couronne en cristal. Si vous regardez tout en haut, on s'est même permis de rajouter le coq qui a été retrouvé dans les cendres par les architectes. On pourrait aussi mettre un plug anal comme Place Vendôme. Toutes les options sont ouvertes. Toutes les options sont ouvertes. Alors, ce qui est assez intéressant quand même dans ce que dit cette journaliste, c'est qu'elle dit la flèche n'a pas que des supporters. Bon, en l'état actuel des choses, quand même, il y a une majorité de l'opinion qui est favorable, d'après les sondages qu'on peut avoir de droite et de gauche, à une restauration et non pas à une rénovation, à quelque chose de tout à fait différent. Et la majorité des acteurs du patrimoine, je pense à Reichner, je pense à Bern, je pense aux architectes des monuments historiques, etc., sont aussi favorables à une restauration. Parce qu'on dit, c'est vrai, la flèche de Viollet-le-Duc, elle date du 19e siècle. Enfin, ça fait quand même 2 siècles. Elle s'inscrivait dans un projet initial. Du patrimoine, elle s'inscrivait dans un projet initial. Voilà. Donc, c'est pas Viollet-le-Duc, c'est pas rien. Même si, effectivement, il a parfois ajouté un certain nombre de choses à des monuments plus anciens. Voilà. En plus, il est réhabilité, Viollet-le-Duc. Il était très critiqué il y a une 50aine d'années. Aujourd'hui, on reconsidère de manière très positive son travail. En tout cas, quand elle dit qu'elle n'a pas que des supporters, je pense que majoritairement, l'opinion populaire, si je puis dire, mais aussi l'opinion patrimoniale, l'opinion éclairée, est plutôt dans le sens de la restauration. Alors, autre média qui propose des pistes de rénovation de la flèche, le Journal du Dimanche, dans cet article, Notre-Dame de Paris, toit végétalisé, flèche de cristal, les architectes ont déjà des plans. Et dans cet article, on donne la parole à Jean Nouvel, qui est plutôt un partisan de la restauration, puisqu'il déclare que la flèche de Viollet-le-Duc fait partie des choses intangibles de la cathédrale, mais c'est la seule voie favorable à une restauration en l'état qui s'exprime dans cet article, puisque on donne la parole à de nombreux architectes connus, comme Villemotte, qui défend l'idée d'un geste contemporain et même d'une flèche en matériaux de synthèse comme le carbone. On a également Rudy Ricciotti, qui parle de lianes de béton de 4 cm de diamètre. Et Rudy Ricciotti, il était également l'invité d'Ali Badou dans C'est l'Hebdo sur France 5. On l'écoute. Je ne travaillerai pas la nostalgie de la structure. Vous voyez, je ne le ferai pas avec du bois, je le ferai avec du béton, qui est un matériau éminemment environnemental. C'est vrai que se pose le débat de la flèche, de la refaire dans le même format, mais peut-être que la partie cachée, la partie secrète de la flèche, si on a fait un béton, il faut lui donner une narration, un récit. On voit beaucoup dans toutes ces affaires les starchitectes, ce qu'on appelle les starchitectes, c'est-à-dire les architectes médiatiques qui passent dans les médias, qui sont aussi pour beaucoup des hommes d'argent, il faut bien le dire.
c'est quand même l'accaparement marchand de Notre-Dame qui est en jeu actuellement. Alors il y a d'autres architectes qui s'expriment effectivement, on n'a pas le temps de tout voir. Juste ce qui m'a semblé intéressant et amusant, c'est de noter bien que l'un des hommes forts de la droite médiatique, on va dire, Éric Brunet, eh bien, il défend plutôt une position assez étonnante. C'est tout simplement la reconstruction de Notre-Dame avec de la modernité et de l'audace. Et il déclare sur Twitter « Vive le métal, le verre et les nouveaux matériaux ». Donc voilà, un petit clin d'œil à Éric Brunet. Mais il n'y avait pas que des défenseurs d'une rénovation contemporaine qui s'exprimaient dans les médias, puisque par exemple Didier Rickner a eu la parole dans Valeurs Actuelles. Un geste architectural contemporain sur Notre-Dame, ce serait totalement dément. Et même dans l'Obs, eh bien, les journalistes lui donnent la parole et il déclare « Je pense que c'est n'importe quoi. Quand on fait de la restauration, il y a des règles prévues notamment par la charte de Venise. » Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a quand même un petit peu de paroles dissidentes, mais majoritaires dans l'opinion populaire qui s'expriment. Oui, alors Rickner, on peut lui donner un coup de chapeau parce que la tribune de l'art, c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui touche le patrimoine. Moi, je recommande de suivre Rickner, soit sur son blog, soit sur ses posts Facebook ou son compte Twitter. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.